Bien, chers collègues, nous recevons Monsieur Damien Bon, ou Bonne Bon, pardon. Bon, ancien directeur général de la société Stuart, spécialisé dans la livraison à la demande de courses, de colis ou de repas pour d'autres plateformes comme Just Eat ou Resto Inn. Cette société a été créée en 2015 par Monsieur Benjamin Chemla et Clément Benoît et a été rachetée en mars 2017 par Géopost, société holding détenue par le groupe La Poste. D'après les informations à ma disposition, vous avez succédé à Monsieur Benjamin Chemla en septembre 2015 pour diriger Stuart et vous avez quitté cette société il y a quelques semaines. Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui. D'autant plus, je vous en présente mes excuses, nous avons été contraints de décaler votre audition à cause d'une autre audition qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Je vous rappelle que notre commission d'enquête poursuit un double objectif. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre représentants d'intérêt et décideurs publics. Et d'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales du développement du modèle Uber en France, l'ubérisation, ainsi que les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Sur le premier point, évidemment, vous n'êtes pas concerné au premier chef, même si on peut vous interroger sur les relations que l'entreprise Stuart entretient avec sa maison mère, La Poste, et plus largement sur les pouvoirs publics, si vous avez été conduit à demander des modifications réglementaires pour faciliter votre activité, le type d'interlocuteur que vous avez pu avoir dans les pouvoirs publics. Mais sur le second point, surtout, nous avons notamment été conduits à nous interroger sur le statut des employés des plateformes d'emploi comme Uber ou Stuart, employés comme travailleurs indépendants, mais souvent requalifiés par le juge en prud'homme ou en cour de cassation comme salariés en raison d'un lien de subordination vis-à-vis des plateformes employeuses. Je serais intéressé d'avoir votre perspective sur ce débat. Ce que vous pensez des évolutions de la jurisprudence française qui tend à attribuer la qualité de salarié aux travailleurs des plateformes, du projet de directive en cours en discussion visant à introduire une présomption de salariat pour l'ensemble des travailleurs des plateformes, avoir votre perspective sur la création de l'ARP en 2021 pour instaurer un dialogue social entre travailleurs et plateformes d'emploi. Est-ce que Stuart est représenté à l'ARP ? Concernant la société Stuart en particulier, nous avons constaté qu'elle a été poursuivie pour travail dissimulé en 2015-2016, condamnée en janvier 2023 à une amende de 50 000 € pour prêt de main-d'œuvre illicite. Monsieur Chemla ayant été condamné pour sa part à une amende de 10 000 €. Pouvez-vous nous expliquer le contexte de cette procédure, si la société Stuart a fait appel, si c'est éventuellement lié aux raisons pour lesquelles vous auriez quitté la société Stuart? Lors de son audition, Maître Justy a indiqué à notre commission que la plateforme Stuart emploierait aujourd'hui des entreprises éphémères comme sous-traitantes pour réaliser ces livraisons et éviter des contraintes administratives et fiscales. Est-ce le cas? Dans l'affirmative, pensez-vous avoir le droit de procéder ainsi? L'entreprise a-t-elle fait l'objet de nouveaux contrôles administratifs sur ce terrain? On aura d'autres questions avec mes collègues, mais commençons peut-être avec vos réponses sur ces sujets. Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et entamer les échanges sous la forme de questions-réponses, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à activer votre micro, lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Merci, Monsieur Bon, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, ça fait un certain nombre de questions à la fois. Je voudrais juste corriger sur les éléments de contexte. Moi, j'ai rejoint effectivement l'entreprise fin 2015. Elle a été créée fin 2014, pas pour succéder tout de suite à Benjamin Chemla. L'entreprise a continué de vivre, je dirais, de manière indépendante, enfin un capital, entre guillemets, privé jusqu'à mars 2017 quand elle a intégré le groupe Géopost. Et c'est à cette occasion-là, après une période de transition, que les fondateurs, donc Clément Benoît et Benjamin Chemla, ont quitté l'entreprise. Et donc j'ai pris la direction du groupe à ce moment-là. Voilà, donc peut-être redonner un tout petit peu de contexte sur qu'est-ce que fait la société, qui est toujours en activité, même si effectivement, comme vous l'avez dit, je l'ai quitté il y a quelques semaines. Donc l'activité, la société a été créée fin 2014 donc par Clément Benoît, Benjamin Chemla, début 2015 en France, même si elle a très rapidement connu une phase
d'internationalisation. La mission de la société, c'est de permettre ce qu'on appelle le commerce local, donc les entreprises qui ont une activité de commerce physique dans des centres et milieux urbains, de proposer à leur clientèle une livraison rapide, tout en conservant l'actif qui leur est probablement le plus cher, qui est leur propre clientèle. À savoir le fait que, contrairement à des modèles qui sont aujourd'hui dominants dans le marché de la livraison locale, comme Uber ou Deliveroo, Stuart n'est pas une place de marché au sens qu'elle n'a pas d'application pour le consommateur pour y effectuer un achat qui est souvent, sur le cas d'Uber et Deliveroo en espèces, un achat de livraison de restauration à domicile. Donc Stuart, c'est quelque part du coup une plateforme d'intermédiation qu'on va qualifier de B2B, même si à la fin c'est le consommateur final qui est livré, mais il est livré sur requête d'un donneur d'ordre professionnel qui est un commerçant physique. Donc la vocation et le positionnement métier est réellement différent, même si aujourd'hui Uber et Deliveroo ont marqué leur volonté d'ouvrir leur réseau logistique en marque blanche pour possiblement concurrencer directement l'offre que nous avions commencé à créer sur le marché il y a quelques temps. Donc l'entreprise s'est développée en France, très vite en Espagne, puisqu'un des fondateurs était basé en Espagne, et assez rapidement en Angleterre. Moi d'ailleurs j'ai rejoint la société avec la mission première de développer le marché britannique fin 2015, début 2016. Et aujourd'hui, l'internationalisation de Stuart est un réel succès, puisque la très très grande majorité du chiffre d'affaires et du volume d'affaires de la société est hors de France, et a commencé par un premier marché qui est le marché britannique, qui représente très très loin la plus grande majorité du volume d'affaires du groupe. Et ça, je pense qu'il y a assez peu de sociétés, enfin en tout cas ces dernières années, qui ont connu ce taux de croissance, qui ont été capacités à partir de France à développer le marché britannique. Donc c'est pas une marketplace, c'est un modèle qui est résolument différent, un modèle qui est un modèle d'intermédiation B2B. La composante technologique est très forte, ça correspond à une grande partie des effectifs aujourd'hui. Sont des ingénieurs, des développeurs, des gens qui travaillent sur le produit pour permettre cette intermédiation en temps réel à chaque demande de course, de pouvoir proposer une offre de transport de l'autre côté. Plus récemment, il y a une offre de livraison, pour compléter juste le panorama, et après je commencerai à répondre vos questions, une offre de livraison qui a été développée au départ de micro-dépôts urbains pour permettre aussi aux entreprises qui disposent de stocks à proximité des villes de pouvoir utiliser un réseau de logistique du dernier kilomètre afin de livrer soit dans la journée, soit le lendemain sur des créneaux plus précis au départ de micro-dépôts urbains, l'idée étant de rapprocher la marchandise du centre-ville pour pouvoir effectuer ce qu'on appelle le dernier mètre ou le dernier kilomètre, avec un mode de transport éco-responsable le plus petit possible, puisque les émissions sont souvent proportionnelles au poids du véhicule utilisé. Et donc c'est toute la thèse de Stuart, c'est d'essayer de mettre en place des solutions logistiques pour réduire l'impact environnemental. Je sais que c'est au cœur aussi des questions que vous vous posez, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut construire une logistique durable. Donc à ce titre, coexistent deux activités au sein du groupe Stuart, une activité de plateforme d'intermédiation et une activité donc, qui effectue des livraisons au départ de ces micro-urbains, qui a un statut dans la réglementation de transport distinct, puisqu'il s'agit d'un statut de commissionnaire de transport. Voilà, et donc moi, juste à ce titre-là, donc, j'avais une responsabilité sur l'international du groupe, à savoir la présence en Angleterre, en Espagne, en France, en Pologne, en Italie. Et j'en oublie un, Portugal, Espagne. Voilà, et donc effectivement, j'ai quitté la société depuis il y a quelques semaines. Si j'essaie de reprendre vos questions, Monsieur le Président, dans l'ordre, et n'hésitez pas à m'interrompre pour préciser les questions, parce que je ne suis pas sûr d'avoir noté l'intégralité de vos demandes.
Très vite, bon, effectivement, se pose la question du lobbying de l'affaire Uberfall. Je crois que c'est l'objet de votre commission d'enquête, mais je veux bien répondre spécifiquement à des questions que vous aurez. Effectivement, moi, j'étais pas. Je crois que Uberfall, c'était essentiellement entre 2014-2017, l'arrivée d'Uber en France, donc j'étais pas dans l'intimité des fêtes d'Uber à ce moment-là. Mais effectivement, en tout cas, il y a eu des discussions entre les plateformes, parce que je sais que donc les personnes chez moi, avant chez Stuart, avaient échangé avec le gouvernement très tôt, c'est-à-dire au moment de la loi El Khomri, sur la définition de ce que pourrait être la responsabilité sociale d'une plateforme sous le gouvernement de François Hollande, si je ne dis pas de bêtises. Et donc discussions qui après se sont poursuivies en 2017 sous le gouvernement d'Emmanuel Macron. Sur le statut des livreurs, alors nous, si on a deux modèles, mais si j'écarte le modèle de commissaire de transport et que je m'attache au modèle de plateforme d'intermédiation dans le transport, alors d'un côté, on va avoir un donneur d'ordre qui est un commerçant, et de l'autre côté, on va avoir une offre de livraison. On n'a que des entreprises qui sont indépendantes de notre plateforme. Si je m'attache au cas français, puisque sur le cas espagnol, et je pourrais y revenir, on a dû adapter notre modèle en 2021 suite à la fameuse loi qui s'appelle la Rider Law, où l'Espagne a inversé la présomption enfin, a créé effectivement une présomption de salariat là où il y avait une présomption d'indépendance pour une classe d'actifs qu'on appelle en Espagne les autonomos. Donc en France, la société intermédie avec des entreprises qui sont indépendantes de son effectif, avec deux statuts en très très grande majorité, la micro ou l'auto-entreprise, l'auto-entrepreneuriat, et également des sociétés constituées avec leurs propres salariés. Je pourrais revenir sur la nuance. On ne retrouve pas cette nuance typiquement en Angleterre, dans laquelle on travaille 100% avec des indépendants, entre guillemets, structures unipersonnelles, telles que le statut self-employed est défini en Angleterre. Voilà. Donc pour répondre au statut, je sais pas, est-ce que vous voulez rebondir ou je continue sur la liste de vos questions, Monsieur le Président ? Oui, je veux bien que vous continuiez sur la liste des questions et notamment sur un certain nombre des décisions de justice que je mentionnais, avoir vos réactions et savoir si vous avez fait appel. Mais après, je reviendrai bien effectivement sur la question de l'Espagne, un peu secondaire pour l'instant, mais m'intéresserait effectivement de voir comment votre modèle s'est adapté, comme vous le dites, au marché espagnol. Alors, effectivement, sur je pense que l'Espagne est hyper intéressante, parce que je pense que l'objet aussi de cette commission d'enquête, c'est d'émettre un certain nombre de recommandations sur à la fois le statut et peut-être le niveau de protection sociale, sachant qu'il y a un débat qui est sur la table, puisqu'il y a aussi une proposition de directive européenne qui fait l'objet de débat. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs tous les États membres soient complètement hyper alignés, sinon elle aurait probablement abouti plus vite. Sur nos décisions de justice, donc c'est une décision qui fait suite à une longue enquête qui a été menée par l'OCLTI, donc l'Office central de lutte contre le travail illégal, sur la période du début de Stuart, et qui a abouti effectivement à un jugement, comme vous l'avez souligné, en janvier de cette année. Il y avait deux volets entre guillemets d'accusation. Il y avait un volet de recours à du travail, travail dissimulé et prêt de main-d'œuvre illicite. Sur ce premier volet de travail dissimulé en la personne de Stuart, parce qu'il était également jugé resto-in à la même occasion, il y a eu une relaxe totale. En revanche, il y a une relaxe partielle sur le volet prêt de main-d'œuvre illicite, et donc en contraposé, une condamnation non pas sur l'intégralité des sociétés qui étaient visées dans l'enquête, si je ne me trompe pas, mais sur une société en particulier. Donc, le parquet a fait appel. Sur la condamnation particulière, vous faites référence au prêt de main-d'œuvre illicite.
La société a également fait appel, contestant les faits qui sont reprochés, en l'occurrence le cas d'espèce de cette société. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'encore une fois, avant que je quitte l'entreprise, l'analyse qui avait été faite par les conseils était résolument positive sur le fait qu'il n'y ait pas de prêt de main-d'œuvre illicite. Maintenant, la décision elle est en appel, donc elle est non définitive à ce stade. Pour le coup, l'appel a été formé sur l'intégralité de la procédure par le parquet. Donc, je dirais le tout sera rejugé en temps et en heure dans les prochains mois. Mais c'est important, je pense, de noter malgré tout que sur la partie travail dissimulé, puisque je sais qu'il y avait notamment, y compris dans la presse, un certain nombre de sujets ou de prétendues acquisitions de pratiques de travail dissimulé, qu'il y a quand même eu l'occasion d'avoir de longs débats, de peser le pour et le contre des différents arguments. Enfin, je veux dire, le travail de l'OCLTI il a quand même été complet. Le travail du tribunal a été aussi est rentré dans les détails, en pesant encore une fois les éléments qui peuvent être à charge et à décharge, mais en l'occurrence a été conclu par ce tribunal en cette constitution. Hein, donc après, encore une fois, l'appel a été formé qu'il n'y avait pas de travail dissimulé, puisqu'il y avait plus d'éléments caractérisant l'indépendance des travailleurs sur la plateforme Stuart. Voilà ce que je peux vous dire de la procédure en cours. Vous voulez qu'on revienne au cas espagnol ou Madame la rapporteure, vous avez une question? Merci Monsieur Bon. Écoutez, sur les deux affaires, ou plutôt les deux sujets de la procédure, il me semble que la situation est assez claire, c'est-à-dire que l'enquête de l'Office central de lutte contre le travail illégal au CLTI sur les années 2015-2016 sur le travail dissimulé estimait que l'entreprise organisait bien le travail des auto-entrepreneurs, qu'elle fixait bien les tarifs, qu'elle donnait bien les instructions, qu'elle sanctionnait le cas échéant ses livreurs, et que par conséquent, sur ce chef d'accusation, le parquet avait requis la peine maximale pour Stuart, avec notamment des peines de prison avec sursis pour les deux cofondateurs. Mais étant donné qu'il n'y avait que 8 livreurs qui avaient été entendus au cours de la procédure, eh bien, la justice a décidé d'une relaxe du chef de travail dissimulé, ce qui ne signifiait pas qu'il n'y en a pas, ce qui signifie plutôt qu'il y avait manque de preuves pour en attester, pour le confirmer dans une décision de justice. Donc, cela signifie que demain, il peut y avoir à nouveau une nouvelle démarche de l'OCLTI concernant des travailleurs auto-entrepreneurs de Stuart, s'il y a toujours des travailleurs auto-entrepreneurs. Donc ma question, elle est la suivante, ma première. Stuart a-t-elle toujours recours à des auto-entrepreneurs? Sur l'autre aspect de l'affaire, Stuart aurait eu recours à des entreprises de transport de sous-traitance qui, elles, embauchaient des livreurs. J'ai besoin que vous me précisiez d'ailleurs si c'était suite à la connaissance par Stuart de l'enquête de l'OCLTI sur le travail dissimulé, que du coup Stuart a préféré opérer différemment pour ses livraisons en passant par des sociétés de sous-traitance. Et là, on a des éléments qui sont extrêmement choquants. Puisque comme élément, nous avons quoi? Nous avons que Stuart donc décide d'avoir recours à des entreprises de sous-traitance, qu'elle passe de manière systématique par des sous-traitances qui sont là que pour servir d'écran, nous raconte l'avocat Jérôme Justy, qui fut l'avocat d'un ex-travailleur d'une société de sous-traitance, qui a travaillé pendant 6 ans pour Stuart, et qui a parlé notamment dans un reportage d'Envoyé spécial, qui a été diffusé en fin juin dernier, et qui, lui, reconnaissait avoir recruté des milliers de coursiers dans une quarantaine de villes, généré plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sans jamais rien déclarer.
Stuart verse l'argent à ses sous-traitants et ceux-ci font des virements aux livreurs en prenant une commission de 20 à 30% sur chaque course. Mais ces travailleurs n'ont aucun statut, même pas d'auto-entrepreneur, donc il n'y a pas de cotisation, pas de facture, ni de fiche de paye, pas de TVA payée, rien. Et ça, c'est monsieur Maître Juisti qui nous explique cela. Et finalement, en moins de 6 ans, c'est minimum 8 sociétés qui ont été créées, mais il y avait en tout plus d'une grosse vingtaine de sociétés qui travaillaient directement pour Stuart. Chacune avait moins d'1 an d'espérance de vie pour pouvoir échapper au contrôle de l'administration fiscale. En clair, on assiste là à finalement toute une organisation à caractère frauduleuse qui permet de tenter d'échapper au contrôle et d'échapper aux obligations sociales et fiscales. Donc une organisation extrêmement problématique. Alors, je sais que vous faites appel et que dans le cœur du sujet et de l'appel, enfin Stuart fait appel, notre commission d'enquête parlementaire peut être limitée dans ses, je ne sais pas si on dit investigation, mais voilà. Mais je souhaiterais que vous réagissiez à la gravité de ce que la commission d'enquête parlementaire peut prendre en connaissance de cause. Hein, ces faits sont extrêmement graves. Je vais essayer, Madame la rapporteure, de suivre votre déroulé pour le commenter le plus précisément possible. En introduction, vous repartiez du dernier jugement entre la caractérisation entre la conclusion de l'OCLTI, qui effectivement remet un dossier après son enquête et aboutit à une demande de condamnation, mais il fait l'objet d'un jugement avec, écoutez bien sûr les accusés au premier chef, les 2 anciens fondateurs de Stuart. Je n'ai pas compris, contrairement à ce que vous avez émis, le fait qu'il y avait nécessairement un manque de preuves. En tout cas, ça ne nous a pas été transmis par nos conseils en l'état, puisque, en l'occurrence, encore une fois, le jugement fait 60 pages, il y a une mise en balance réelle entre des éléments à charge et à décharge. Il y a eu 2 ans d'enquête, ils ont eu accès à l'intégralité, je crois, des boîtes mail des fondateurs. Ils ont diligenté leur enquête, en tout cas c'était le choix des enquêteurs de l'OCLTI. Et après ça, un tribunal indépendant de cette enquête a écouté les réclamations et les demandes du parquet, les demandes de la défense, et en a conclu, après justement cette longue enquête et ce procès qui a duré, je ne sais plus, 2 ou 3 jours, qu'il n'y avait, enfin, je pense qu'on n'a pas de raison de penser qu'il n'y avait pas assez de latitude pour administrer la preuve de l'existence d'une relation de subordination, et on a conclu en une relaxe sur la partie travail dissimulé. À la question de est-ce qu'aujourd'hui persistent des auto-entrepreneurs et est-ce que c'est suite au travail de l'OCLTI qu'on avait adapté les auto-entrepreneurs, je réponds très clairement sur cette question-là. Donc Stuart, le modèle de plateforme d'intermédiation n'est pas dans un modèle de sous-traitance, il est dans un modèle d'intermédiation. Nous avons par ailleurs une activité qui s'apparente à l'utilisation de la sous-traitante, mais c'est un modèle différent à partir d'un modèle opérationnel également différent. Mais sur la partie intermédiation, qui je crois l'objet des plateformes et de la commission d'enquête en cours, on a une intermédiation qui est faite entre un utilisateur qui demande une course et un partenaire de livraison, majoritairement, encore une fois, auto-entrepreneur. L'existence de ce que vous appelez sociétés écrans, qui sont contractuellement des sociétés de transport, a été envisagée par les fondateurs à la création de l'entreprise pour répondre à la réglementation transport en France quand vous opérez une livraison pour compte de tiers, et ce n'est pas quand vous livrez pour vos propres biens. Si demain vous avez une entreprise de commerce et que vous livrez par vos propres biens, vous n'aurez pas ces exigences de capacité de transport. Quand vous effectuez à titre professionnel du transport pour compte de tiers,
vous devez, en fonction du gabarit de votre véhicule, disposer d'une capacité de transport de marchandises qui nécessite son obtention, une honorabilité financière, un certain nombre d'heures de formation pour passer cette capacité. Il y a eu des débats importants, savoir si c'était une réglementation qui devait s'appliquer, je crois, à l'échelle européenne, puisque les Anglais n'en disposent pas, et les Espagnols en disposent, mais elle n'est pas complètement comparable. Donc en Angleterre, quand on est steward, mais en intermédiation via un partenaire qui est motorisé, typiquement, on va utiliser, pour la fin de la raison, un équivalent d'auto-entrepreneur qui s'appelle self-employed. Ce n'est pas le cas en France, où ça pourrait être le cas si l'auto-entrepreneur disposait d'une capacité de transport de marchandises. Pour les raisons que je vous ai expliquées, et je ne sais pas si vous avez dans vos auditions eu écho du débat sur la micro-capacité de transport versus la capacité de transport, la capacité de transport nécessite un certain nombre d'heures de formation et vous passez un examen comme a pu être organisé l'obtention de la carte VTC. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la mobilité, mais je dirais on pourrait faire le parallélisme. Et donc aujourd'hui, concrètement sur le marché, vous avez assez peu d'auto-entrepreneurs qui disposent de capacités de transport en effet motorisé. Et ce qui pose d'ailleurs la question, aujourd'hui, des livreurs à scooter, de savoir si ils sont en disposition de cette capacité de transport. Et donc le choix qui a été fait par les fondateurs à l'époque, validé par les conseils qui les entouraient, c'était dans le cas d'une intermédiation motorisée, d'utiliser en partenaire de livraison une société de transport disposant d'une capacité de transport. Ça aurait pu être une micro-entreprise. La réalité, c'est que c'est possible dans le modèle de Stuart aujourd'hui d'être auto-entrepreneur en disposant d'une capacité de transport, d'opérer à titre, par exemple, de scooter ou avec un véhicule utilitaire. En revanche, concrètement sur le marché, peu d'auto-entrepreneurs, encore une fois, disposent de cette capacité de transport. Donc c'est la raison pour laquelle existe sur la plateforme d'intermédiation des sociétés de transport qui ont bien évidemment la charge de confier à leurs salariés les courses qui leur sont proposées. Donc ce n'est pas suite, pour répondre à votre question, à l'enquête de l'OCLTI que l'utilisation, l'inscription sur la plateforme de sociétés de transport a été rendue possible. Il a été rendu possible pour répondre à ces exigences de capacité de transport. Maintenant, juste un mot sur, en fait, vous avez fait référence longuement sur l'enquête envoyée spéciale, dont on avait bien évidemment pu prendre en compte. Il se trouve que, alors je ne saurais plus vous dire en quel mois on a été sollicité par un agent ou une personne qui faisait une enquête de police sur le dirigeant de ces sociétés en question, puisque c'est ce dont vous faites référence, avec lequel on a coopéré, et dès lors où on a eu confirmation des faits reprochés, qu'on condamne très très largement, on a mis fin à la relation commerciale qui nous unissait avec ce dirigeant de société de transport, et donc on continue de coopérer dans le cadre de l'enquête qui est en cours sur ce dossier-là. Oui, j'ai bien comme élément de mon côté qu'il n'y avait que 8 livreurs entendus au cours de la procédure des auditions consécutives à l'enquête de l'OCLTI, et que c'est l'insuffisance du nombre d'auditions de livreurs qui ont pu conduire à la non prise en compte dans la condamnation de la question du travail illicite. Sur la question du prêt de main-d'œuvre illicite, du travail illégal, pardon, sur la question du prêt de main-d'œuvre illicite, Samir Yalaoui, qui était le premier à avoir donné l'alerte
et a bien affirmé avoir créé 8 sociétés sur les conseils de Stuart, chacune devant avoir 365 jours d'activité pour éviter les contrôles fiscaux. Et dans un article de l'Humanité du 12 janvier dernier intitulé « Le travail au noir comme une lettre à la poste », il dit « Pour Stuart, j'ai fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et recruté peut-être 10 000 chauffeurs en 6 ans. Durant tout ce temps, je n'ai déclaré personne, fait aucun contrat, ni reçu aucune facture. Stuart a fait appel à des sociétés de transport sous-traitants qu'elle désigne comme les artisans. » Et en fait, dans le mode de fonctionnement, on se rend compte qu'en fait, c'est bien souvent, néanmoins, Stuart qui donne les consignes et qui encadre les choses directement. Quand il y a eu le rachat de Stuart par Géopost, et que justement il y a le CLTI qui perquisitionne les locaux de Stuart sur le soupçon de travail dissimulé, ce qui nous est relaté par l'UMA, c'est qu'un cadre de Géopost aurait envoyé un message vocal à Samir Yalaoui pour lui demander, lors d'un contrôle en 2021, « Non mais tranquille, fais-moi juste une attestation de l'URSSAF disant que tu n'as pas de salarié. » C'est-à-dire qu'y compris, il y a des velléités de faire des faux pour pouvoir couvrir. Donc c'est quand même des faits, je trouve, d'une immense gravité. Par ailleurs, moi, ce qui m'interroge énormément dans ce dossier, c'est que nous sommes face à une filiale de la Poste. La Poste, c'est une entreprise publique. Lorsque la commission des affaires économiques a auditionné monsieur, je ne sais pas comment on prononce, monsieur Val, tout simplement, monsieur Val, le PDG de la Poste, je l'avais interpellé sur ces problématiques concernant Stuart et les décisions de justice, les procédures en justice à l'époque, en disant mais quand même la Poste est donneur d'ordre, il y a une responsabilité énorme. En 2020, la Poste a été amenée à faire un plan de vigilance de l'ensemble du groupe, dans lequel elle s'est permise de dire, de conclure sur Stuart, que Stuart était pionnière dans le développement d'un modèle responsable. Or, à partir du moment où la Poste a mis 71 millions d'euros alors je ne sais plus si c'est 71 millions d'euros directement dans Stuart ou si c'est à la fois dans Géopost et Stuart. D'accord, je sais plus ce détail-là. Mais en tous les cas, la Poste met de l'argent. De l'argent pour que la filiale Stuart fonctionne bien. Elle fait aussi un transfert, je crois, de cadres pour bien développer le pilotage de cette filiale. Lorsque vous opérez de cette manière-là, forcément que vous faites, et vous avez une obligation d'ailleurs dans un plan de vigilance, d'avoir un contrôle, une surveillance. Comment la Poste a pu accepter de couvrir des pratiques qui me semblent totalement en dehors de la légalité. Quels étaient donc les rapports de la direction de Stuart avec la Poste? Est-ce que néanmoins il y avait des demandes de contrôle, de reproches ou... Moi, j'étais très surprise parce que quand j'ai auditionné M. Val en lui posant ces questions très concrètes, la seule réponse que j'ai eue était de l'ordre de il fallait bien tenir la concurrence. Voilà. Et donc, qui semblait dire que face à la problématique de la concurrence, il faut tenir son rang, entre guillemets, et donc il faut assumer d'avoir accès à ces pratiques illégales. Que pouvez-vous nous dire de tout cela et du rapport que la Poste pouvait entretenir avec vous, sachant que tous ces faits ont été rendus publics? Alors, je vais peut-être, pour le coup, les prendre dans l'ordre inverse, si vous permettez. Déjà, sur les propos du président Philippe Val, qui est effectivement le président du groupe, en parlant de concurrence sur Stuart, je ne pourrais pas interpréter ses propos. Ce que je peux dire, c'est, si l'interprétation qui est la mienne, qui est personnelle, je la prendrais plutôt sur le fait que Géopost, qui est une filiale du groupe La Poste, a investi dans Stuart pour développer et pour compléter l'offre vis-à-vis des commerçants et des professionnels en matière de logistique urbaine, d'offre de livraison rapide. Et c'est qu'à ce titre, peut-être la notion de concurrence a été faite sur le fait qu'il y avait des nouveaux acteurs qui pénétraient le marché de la livraison locale, sur lequel n'était pas l'intermédiation rapide, sur lequel n'était pas le groupe. Et il a choisi, au travers de l'investissement dans la filiale Stuart, d'abord en investisseur minoritaire, puis en investisseur majoritaire, en prenant le contrôle, d'investir dans Stuart pour
prendre position sur ce marché-là et ne pas laisser la concurrence seule. Donc je ne pourrais pas dire, et je ne suis pas complètement sûr, et je pense a priori qu'il ne faisait pas référence au fait qu'il autorise des pratiques illégales, puisqu'encore une fois, Stuart s'attache à respecter la réglementation. Sur les liens entre La Poste et Stuart, La Poste est encore une fois un groupement d'activités dans lequel une des filiales qui opère sur le marché du colis est Géopost, et c'est dans cette filiale que se trouve le groupe Stuart. Et Géopost a eu d'abord une phase d'investissement minoritaire, puis une phase d'investissement majoritaire. L'enquête du OCLTI, je ne suis pas sûr d'avoir exactement compris ce que vous disiez sur ce point-là, mais est antérieure à la prise de contrôle du groupe La Poste, et donc il n'y a pas eu de terme que vous utilisiez de descente ou d'enquête dans les bureaux de Stuart sous le contrôle de La Poste. Encore une fois, c'était sur la période essentiellement 2016, pré-rachat de l'intégralité du capital par le groupe Géopost. Et voilà, sur l'affaire, encore une fois, si je remonte, et sur les accusations, bien évidemment, nous, les accusations, on les réfute. On rappelle que le dirigeant de transport est sous le coup d'une enquête pour avoir manqué à ses déclarations fiscales, alors que, grosso modo, sur la même période, depuis la loi du Code des impôts, l'article de mémoire 242 bis, impose à toute plateforme, au sens large, très large, ça peut inclure des activités comme Le Bon Coin, que les plateformes déclarent à tous les revenus des utilisateurs, chose faite par la société Stuart depuis 2020. Donc depuis 2020, l'administration fiscale a connaissance de tous les revenus des utilisateurs qui sont déclarés, qui sont opérés sur la plateforme. Voilà. Donc il y a une obligation, il y a une réglementation. Et en matière de plateforme, vous avez vu la réglementation évoluer. Depuis 2016, il y a la loi El Khomri, il y a eu cet article 242 bis de déclaration des revenus sur les utilisateurs. Stuart s'y est conformé. À partir du 1er janvier de l'année à partir duquel les revenus devenaient être déclarés. 2019, la loi d'orientation des mobilités, après un échec sur la partie avenir professionnel, qui a précisé le contour de l'activité de plateforme, dès 2016, permis de fixer les prix, donc en soi indirectement, pas nécessairement un critère qui pourrait mener à la requalification, puisque c'est encadré par la loi d'orientation mobilité qui a précisé dans quelle mesure les plateformes pouvaient, dans le cadre de leur service d'intermédiation, avoir recours à des indépendants, encore une fois, fixant les tarifs, mais en communiquant en toute transparence avant l'acceptation d'une course, sans pouvoir la sanctionner, le prix, la distance, le point d'origine, le point de livraison. Et encore une fois, à l'entrée en vigueur de cette loi, Stuart s'est conformé. Un certain nombre de nouvelles obligations arrivent de mémoire courant de cette année par application des décrets de la loi d'orientation des mobilités. Le groupe prend très à cœur, très au sérieux, ces sujets de respect de la réglementation qui n'a cessé d'évoluer. Maintenant, de manière très pragmatique, je crois que ça ne vous a pas échappé qu'il y a un certain nombre de fraudes sur ces dites plateformes, au même titre que probablement dans d'autres sociétés, soit dans ce secteur ou soit dans d'autres secteurs. Mais ce qui est permissible, ce qu'il a été, en plus il y a plusieurs années, c'est l'activité décentralisée de l'intermédiation, qui est une intermédiation technologique. C'est-à-dire que quand vous avez d'un côté une demande et une offre, je dirais le transport de passagers ou la récupération de colis ne se fait pas dans un établissement physique que vous opérez, dans lequel vous pouvez avoir un contrôle d'identité physique. L'activité est décentralisée, elle est dématérialisée, c'est l'intermédiation technologique. Et donc, bien évidemment, un certain nombre d'utilisateurs ont pu tenter de frauder, problème qui est pris très au sérieux et dans lequel un certain nombre de moyens
sont mis en place pour lutter contre la fraude. Et à chaque fois qu'une tentative de fraude est décelée, notre responsabilité, c'est d'y mettre fin le plus rapidement possible. Voilà, on pourrait partager quels peuvent être les outils, les difficultés à laquelle on a fait face au début, mais voilà, je voudrais juste remettre dans le contexte que les sujets de respect de la loi, de conformité sont pris très au sérieux, que la réglementation n'a cessé d'évoluer. On a vraiment à cœur, dans chacun des pays dans lesquels on opère, moi, le pilotage de l'activité de Stuart, moi, je l'ai mené sur 6 pays dans le groupe ces dernières années, avec une réglementation en Espagne qui a fortement évolué l'été 2021. On s'y est conformé aussi, contrairement à d'autres plateformes qui opèrent encore avec 100% d'intégrité avec des statuts d'indépendants. Nous, on a fait le choix de suivre la possible renversement de présomption en Espagne. Donc, je pense que c'est le témoin qu'il y a une volonté de respecter la réglementation en vigueur, qui est encore une fois différente dans les États membres et qui restera probablement différente en Angleterre, indépendamment de la réglementation européenne. Donc voilà, c'est important pour moi de vous partager ces éléments de contexte, puisqu'il y a voilà, encore une fois une réelle volonté de se conformer à la réglementation. Monsieur Bon, j'imagine qu'il y a aussi eu des évolutions tarifaires. Vous dites que vous avez mis un terme avec l'entreprise de Samir Yalaoui, notamment. J'ai eu des échos par des autres structures, des autres sociétés de sous-traitance dans le secteur de la livraison logistique urbaine, hein, qui n'ont pas forcément affaire avec Stuart, et qui ont pu me raconter un mécanisme particulier. D'ailleurs, nous les auditionnerons par la suite dans cette commission d'enquête. Un mécanisme qui fait que, finalement, les donneurs d'ordre dans les opérations de livraison et de logistique vont d'abord contracter avec une société de sous-traitance de transport à un certain prix. Et puis, l'année d'après, on va essayer de baisser, et on baisse, et on baisse, et on baisse pour augmenter les marges. Et ce mécanisme-là peut créer une situation où on met les sociétés de transport, de sous-traitance, dans une situation où elles sont obligées, pour pouvoir survivre, de se retrouver dans deux formes possibles d'illégalité, hein, soit de la fraude fiscale à la TVA, par exemple, soit au Code du travail, en ne déclarant pas les salariés, tellement les prix ont été baissés. Est-ce que, au niveau de la politique tarifaire de Stuart, vous avez des éléments à nous transmettre sur l'évolution des facturations de prestations, parce que vous avez donc toujours des sociétés de sous-traitance qui effectuent, puisque vous nous avez expliqué qu'il y avait ce problème de la micro-capacité de transport et qu'il fallait donc des sociétés qui puissent l'avoir, si j'ai bien compris. Donc il y a toujours... sauf que vous estimez que ce n'est pas de la sous-traitance, mais que vous êtes juste dans la mise en relation. Effectivement, besoin de capacité de transport, comme vous le dites. Micro-capacité, c'est le débat en cours, savoir s'il faut, dans certaines situations, alléger les critères d'obtention de la capacité de transport. Notamment, pour répondre, et je crois que c'est une discussion qu'il y a au niveau de la DGITM, de permettre à un certain nombre de livreurs qui exercent à scooter aujourd'hui, qui n'ont, encore une fois, je n'ai pas propos à interpréter parce que je ne sais pas j'ai pas connaissance des pratiques d'Uber et des Deliveroo. Nous, ce qu'on fait juste, c'est l'état du fait que assez peu de micro-entrepreneurs disposent d'une capacité de transport. Je laisserai les autres plateformes s'exprimer sur le sujet. Sur la question du revenu, nous, on a eu à cœur, et vraiment c'est quelque chose qu'on a eu à cœur chez Stuart depuis le début, justement de ne pas abaisser la rémunération. Et je pense que la pratique auquel vous faites référence
et prend selon moi le fait que, et encore une fois je laisserai Hubert et Deliveroo s'exprimer sur le sujet, sur le fait que avec plus de volume sur votre plateforme et plus de densité de courses de livraison, vous êtes capable d'offrir plus d'opportunités de livraison et donc indirectement, ce qu'on appelle les effets d'échelle ou de réseau dans le secteur, baisser les prix. Chez Stuart, nous on y a été très largement opposé à cette démarche-là, éviter d'ailleurs le maximum de changements tarifaires. On a une rémunération à la course la plus élevée parmi les plateformes. C'est une obligation de publier un certain nombre d'indicateurs aujourd'hui. Enfin, l'équipe française en parleront mieux que moi. Et il me semble qu'à ma connaissance, le revenu sur la plateforme Stuart, dans l'intermédiation temps réel, est le plus élevé du secteur. On a fait un ajustement de rémunération en Angleterre, mais on a changé le modèle qui est passé d'un modèle de palier à un modèle linéaire. Mais en France, on a très peu ajusté la politique tarifaire, en ayant à cœur de laisser d'ailleurs un minimum, un tarif plancher pour ne pas descendre en dessous, y compris pour des cours de très courte distance, ce que d'autres plateformes pratiquent. Et enfin, dernier élément qui est important, c'est la liberté d'acceptation de la course. Mais c'est pas un faux argument. Je vais vous donner une statistique qui va peut-être pouvoir vous étonner. 50% des courses en première instance, en première demande, sont acceptées. Ou en inverse, 50% sont refusées. C'est une statistique qui est quand même qui caractérise le fait qu'aujourd'hui, les micro-entrepreneurs ou sociétés de transport ont cette liberté sans être sanctionnées. Donc, elles ont connaissance du prix, elles peuvent l'accepter. Et encore une fois, ce prix, il est synonyme chez nous d'un prix plancher, d'un revenu de 7 € par course, là où les autres acteurs, en moyenne, je crois, se situent plutôt entre 4 et 5 €. Et on a à cœur, même si, effectivement, d'un point de vue compétitivité économique, ça veut dire que le coût qu'on répercute aux utilisateurs de la plateforme va forcément être plus élevé, mais je ne crois pas que ce mécanisme de compression tarifaire des livreurs partenaires puisse être appliqué chez nous. Sur ces 50% de refus, il n'y a rien dans des mécanismes internes ou dans l'algorithme qui après va faire baisser en priorité, par exemple, l'accès des livreurs partenaires qui auraient un taux de refus plus élevé, par exemple. Vous faites bien de le préciser, non, rien. L'allocation des courses, qui a un mécanisme important, qui est le cœur de l'expertise chez Stuart, et ce qu'on appelle chez nous agnostique. Il est agnostique à la performance, il est agnostique à l'ancienneté du livreur, et il se base sur des critères 100% objectifs, et on ne l'a jamais changé. C'est la proximité par rapport au point de retrait, pour créer un système d'optimisation qui soit le plus fiable et pertinent possible, surtout dans une logique environnementale. Le mode et le mode de transport requis. Donc non, il n'y a pas de notion de performance qui donnerait lieu à une priorité à la course. Ça fait partie d'un des mécanismes de liberté qui est important, qui est la liberté de choisir ses horaires de travail, la liberté de choisir ses zones géographiques, la liberté d'accepter ou de refuser des courses, avoir effectivement un système de dispatch des courses qui est complètement agnostique. Voilà, c'est vraiment des libertés qui sont importantes sur la plateforme, de choisir aussi l'itinéraire qu'ils souhaitent emprunter. L'application propose un système d'itinéraire qui soit adapté à son mode de transport, mais ils sont libres d'en emprunter un autre via une application type Waze ou Google Maps s'ils le souhaitent, et ils ne seront pas sanctionnés pour ça. La liberté de recourir enfin à d'autres services de mise en relation. Je crois que ça ne vous a pas échappé que c'est développé au cours de ces dernières années.
ce qu'on appelle dans le jargon le multi-apping, qui est le recours à plusieurs plateformes pour être mis en relation. Et c'est ce qui peut expliquer d'ailleurs les 50% de course, c'est-à-dire que le 50% pardon, d'acceptation ou de refus, c'est-à-dire qu'une course qui peut être leur proposer, ils peuvent être en cours sur une autre application. Un caractéristique, et à mon avis l'application va arriver en France, c'est une application qui s'appelle Rodeo en Angleterre, qui peut même vous dire quand vous êtes livreur, elle se connecte par API aux différentes plateformes, et elle est capable de vous renseigner en fonction de vos horaires la meilleure combinaison des plateformes et celle qui vous donnera le meilleur revenu. Donc elle va vous dire si vous vous connectez sur Just Eat et Uber et Deliveroo, vous allez avoir le combo gagnant. Voilà. Donc, et preuve en est, et je crois nos équipes britanniques qui avaient discuté avec le fondateur de cette application confirmaient qu'une grande majorité des livreurs étaient multiplateformes. Est-ce que je peux vous interroger, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, sur la façon dont vous êtes adapté au changement de la législation en Espagne? Est-ce que ça a changé sur votre structure de coûts et vos bénéfices? Et j'aurai peut-être d'autres questions après là-dessus. Alors, sur la question de l'Espagne, donc il y avait jusqu'à l'été 2021 le système d'autonomo en Espagne qui est à peu près le proxy, mais même si le système de fiscalisation, je ne crois pas exactement le même, avec l'auto-entrepreneuriat, en tout cas un régime de déclaration simplifié et de création d'entreprise simplifiée. Donc le gouvernement espagnol a souhaité mettre en place la Rider Law l'été 2021, qui donc renverse la présomption de salariat. Bien sûr, cette présomption, elle est dans le jargon pas systématique. Donc elle laisse encore la liberté, selon un faisceau d'indices qui, je crois, à cette occasion a été redéfini, la possibilité d'utiliser des indépendants. Nous, on a considéré qu'il y avait derrière ce choix-là le choix du législateur de pousser un recours à du travail salarié, que ce soit du salarié en direct ou par sous-traitance, ce qui est permis. Et donc, on a entamé une migration du modèle, l'été 2021. En fait, on s'est heurté à une dimension qu'on avait complètement sous-estimée, c'est l'incapacité des livreurs à souhaiter être salariés. C'est-à-dire qu'on a proposé l'été 2021 un contrat de travail à l'intégralité des prestataires qui travaillaient sur la plateforme. La très grande majorité, sur un taux qui est supérieur à 90%, a refusé. Donc on a dû se conformer à la loi, entamer une démarche de sourcing de salariés sur notre plateforme en direct et via des sociétés sous-traitantes, parce que les partenaires avec lesquels on travaille de manière historique ne souhaitaient pas être salariés. Je crois même me souvenir qu'il y a un mouvement de protestation qui avait été organisé à l'encontre de cette loi pour maintenir le statut de l'indépendance. Est-ce que c'est 100%? Non. Est-ce que ça va être la grande majorité? Oui. Donc nous, on s'est retrouvé l'été 2021 avec une difficulté opérationnelle qui était de pouvoir continuer à maintenir le flux sur notre plateforme. On s'y est conformé. Deuxième difficulté, je rentre dans le détail opérationnel, sur le contrat de travail qui imposait à nos salariés d'opérer les prestations sur une charge fixe d'horaire. On s'est aperçu que pour un certain nombre, ils ne venaient pas et pendant ce temps-là, opéraient en indépendant sur des plateformes qui continuent à recourir à des plateformes indépendantes. L'interprétation qu'on en fait, et progressivement, on a normalisé les opérations avec une rigidité supplémentaire par rapport au précédent modèle. Néanmoins, ce qui est clair, c'est que je crois, et moi c'est vraiment la question je souhaiterais répondre, à laquelle je souhaiterais qu'on s'interroge et qu'on puisse statuer, je dirais une bonne fois pour toutes, c'est
il y a, semble-t-il, un souhait pour un certain nombre de travailleurs de pouvoir continuer à exercer en tant qu'indépendant. Encore une fois, il y a, je crois, un certain nombre de sondages qui ont été menés, y compris par un certain nombre d'organisations syndicales. J'ai en tête Union et la CFDT. Moi, je vous partage le retour du cas espagnol, qui est un cas concret. Encore une fois, ça nous aurait arrangé l'été 2021 de pouvoir pérenniser l'activité beaucoup plus rapidement. Moi, il me semble important, surtout dans un marché du travail tendu, d'écouter ces demandes de travailleurs. Pour autant, peut se poser bien évidemment le débat sur l'équité de la protection sociale, qui est un sujet extrêmement important, puisque par ailleurs aussi également un certain nombre d'études ont été faites spécifiquement en France, je crois, qui pointent l'écart de protection qu'il peut y avoir entre un indépendant et un salarié, du moins surtout en lieu et place de ces cotisations. Je crois qu'il y avait un rapport du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale qui avait mis ça en lumière. Donc, je sais qu'il y a des débats au niveau européen, avec la présidence espagnole qui va entamer ses démarches dans quelques semaines, quelques mois. Peut-être qu'il s'en suivra la même recommandation de traverser la présomption, auquel cas, si c'est le cas, on fera la même analyse qu'on a fait l'été 2021, c'est-à-dire qu'on regardera quelle en est l'implication, quels sont les critères qui sont définis, ce fameux faisceau d'indices, est-ce que le modèle opérationnel en l'état est compatible avec les faisceaux de manière retournée. Bien évidemment aussi poser la question du souhait, c'est ce qu'on avait fait en Espagne juste avant, c'est de dire est-ce que vous voulez continuer de travailler en tant qu'indépendant, est-ce que vous voulez être salarié. Moi, j'ai pas de, je crois que c'est aux États membres de décider, j'ai pas de recommandation à faire. Ce qui me semble important, c'est de continuer à proposer la solution la plus adaptée aux besoins des travailleurs. En France, la voie qui a été choisie, si je ne me trompe, qui est aujourd'hui la voie du dialogue social. Alors, on peut y émettre tout un tas de réserves, tout un tas de commentaires. Elle a le mérite de créer un échange entre les plateformes et les travailleurs. Alors bien évidemment, se pose la question de la représentativité des deux côtés, du côté plateforme, du côté des travailleurs. Mais moi, j'ai bon espoir, parce que dans le dialogue, on entend les préoccupations. Aujourd'hui, je crois que le sujet prioritaire qui a été défini sur la partie livraison de marchandises, c'est la question du revenu, la question de la déconnexion. Je ne participe pas à ces discussions, et même les dernières semaines avant mon départ, je n'y participais pas. Je ne sais pas si c'était posé la question du statut à l'ordre du jour. On pourrait utiliser ce forum pour, encore une fois, remettre la question du statut. On pourrait organiser des assises du futur du travail pour, encore une fois, essayer de faire converger les différents partis sur la nécessité ou non de maintenir cette possibilité de recours à des travailleurs indépendants, y compris dans un métier qui évolue sous forte impulsion de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui me paraît important, c'est aujourd'hui d'écouter les positions des partis. Je pense que vous avez, enfin, en l'occurrence, en cas d'espèce, je ne jugerai pas pour le futur, parce que j'y travaille plus, mais une position qui est de dire si c'est la nouvelle réglementation, il y aura une adaptation. Ce qui est sûr, c'est que ça créera une rigidité supplémentaire. Certaines personnes, pas toutes, il ne faut jamais tomber dans une généralisation à outrance, ne s'y retrouveront pas. Ils décideront probablement de se tourner vers une autre profession, ce qui pourra peut-être, c'est le cas en Espagne, il faut être très pragmatique, engendrer une contraction du marché et de la demande, et donc d'opportunités économiques pour un certain nombre de travailleurs, et donc pourra se poser, d'ailleurs la question qui est sur la table précisément, c'est la question de la taille de l'opportunité économique versus le modèle social qu'on veut y associer. Et donc c'est bien sûr un équilibre à trouver au niveau macroéconomique, au niveau des décideurs, et au niveau micro, je crois qu'en tout cas les différents acteurs tenteront de s'y conformer. Oui, et juste
pour poursuivre là-dessus, vraiment précisément sur vous et l'Espagne, pour revenir dessus, sur la dimension micro. Donc très intéressant ce que vous avez dit. Vous me dites que l'immense majorité des livreurs partenaires avec lesquels vous travaillez ne voulaient pas passer en salariat. Donc vous avez fait appel à des sous-traitants qui travaillent eux-mêmes avec des salariés pour remplacer en fait votre flotte de livreurs. C'est ce que je comprends. Donc quelques questions. Déjà, est-ce que ça a eu un impact sur ce que je vous disais, sur votre structure de coûts, sur vos bénéfices? Est-ce que Stuart, post-2021 en Espagne, se porte à peu près de la même façon, moins bien, mieux qu'avant le changement de législation? Et par ailleurs, qu'est-ce que ça change aussi dans la relation que vous avez avec ces travailleurs? Bon, il y a évidemment la dimension protection sociale, mais dans le type de flexibilité auxquels ils ont accès ou non, c'est-à-dire les horaires, le fait de pouvoir avoir accès à plusieurs plateformes à la fois. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans leur rapport avec Stuart? Ça a changé. Alors, en fait, on a eu le double modèle, c'est-à-dire que très vite, effectivement, on a eu recours à des sous-traitants qui salariaient leurs livreurs, et en parallèle, on a entamé un mouvement de recrutement en propre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près on est même passé en supériorité sur nos propres salariés versus le recours à des sociétés sous-traitantes. Mais on l'a fait progressivement. La loi nous donnait 3 mois pour changer de modèle. Encore une fois, considérer que le faisceau d'indices y était défavorable. Ça change énormément de choses. Parce qu'en réalité, c'est un modèle qui a été construit pour permettre une liberté, l'acceptation ou non des courses. C'est des choses aussi bêtes que ça. L'application, chez nous, elle donne, je ne sais plus si c'est 20 ou 25 secondes pour accepter la course. Quand vous avez un salarié, vous n'êtes plus dans une démarche. Le contrat de travail impose des horaires qui sont fixes et l'acceptation des courses pendant la période. On tombe dans une relation de contrôle, de subordination, etc. Et donc, on a dû adapter notre modèle opérationnel. On a dû rentrer dans une logique de planning, de ressources contraintes, d'un certain nombre d'obligations de la part des parties prenantes et un certain nombre de responsabilités aussi de notre part. Ça a clairement engendré, encore une fois, de la rigidité sur le fait que entre guillemets, le monde d'avant, c'était une flexibilité des deux parties. C'était une flexibilité pour le livreur de se connecter quand il le souhaite, où il le souhaite, d'accepter ou non les courses, y compris sur les autres plateformes, et pour la plateforme, d'avoir, y compris pendant les périodes de pic, la possibilité de solliciter un maximum de livreurs partenaires sur la plateforme. Et donc, ce qu'on a bien évidemment dû faire, comme toute société qui raisonne à charge fixe, c'est de l'adapter, de, entre guillemets, superposer des horaires de travail pour qu'au moment des pics de demande, on ait plus de livreurs à disposition. Donc, progressivement, d'épouser via des plannings fixes la demande qui, elle, fluctue par essence au cours de la semaine. Donc ça, c'est un travail qui a nécessité du temps. Enfin, je pense qu'on a bien mis 1 an à comprendre quel était l'état de la demande, etc. Ça a eu un impact opérationnel, ça a eu un surcoût. La période de transition a engendré un surcoût significatif, parce que la demande n'avait pas changé, et nous, notre manière de piloter la ressource avait changé. Donc on a dû s'adapter. On a pu également moduler l'offre, c'est-à-dire que le standard de la livraison en Espagne était devenu vraiment la livraison en 20 minutes. Et nous, étant donné qu'on avait une charge plus rigide, on a dû jouer en fonction de la demande sur les délais. Et donc, on s'est retrouvé, notamment le vendredi soir, qui est un grand classique d'être un pic d'activité dans le secteur, de devoir rallonger les délais, de mettre en place un système d'optimisation qui nous a permis, ce qu'on appelle le batching de courses, d'envoyer plusieurs courses à un même livreur, notamment au départ d'un seul point de retrait, pour pousser à plus d'efficacité. Mais du coup, vous allongez nécessairement les
les délais de livraison. Donc oui, ça a été compliqué de s'adapter, ça a engendré un surcoût. Progressivement, on est en train de retrouver des niveaux d'efficacité opérationnelle qu'on avait pu connaître dans le passé. Mais c'est... ça reste une transition qui est difficile et qui encore une fois, qui ne paraît pas correspondre à ce que la majorité aujourd'hui des travailleurs souhaitent sur ces plateformes. Oui, je voulais réagir rapidement et vous reposer une question. En fait, le statut du travailleur, de la travailleuse ne dépend pas de son souhait, mais dépend de la situation et des faits. C'est-à-dire qu'un vrai indépendant, eh bien, il fixe ses tarifs, surtout dans une situation de partage de la valeur ajoutée. Je crois que ce n'est pas le cas aujourd'hui pour bon nombre de plateformes. Vous avez par contre des plateformes qui mettent en relation des vrais indépendants. On prend toujours l'exemple de Doctolib. Ce n'est pas la plateforme Doctolib qui fixe le tarif du médecin, ni ses horaires, ni comment il procède. Bien. Et parfois, on peut avoir des travailleuses ou travailleurs qui préféraient travailler de manière non déclarée. Et pourtant, eh bien, notre cadre légal, notre code du travail, nos lois ne permettent pas qu'on choisisse par exemple, de faire du travail dissimulé. Encore moins qu'on en abuse en l'exploitant. Vous parlez de la voie du dialogue social. C'est exactement la stratégie que soutient Uber, qui a, dans un premier temps, et les plateformes aussi, type Deliveroo, et donc j'imagine aussi Stuart, a pu défendre l'instauration d'un tiers statut. Puis, voyant que ce tiers statut était difficile à mettre en place, et se heurtait à beaucoup de résistance, et notamment des décisions de justice prises dans nombre de pays qui, à chaque fois, requalifiaient en salarié la relation de travail après des démarches en justice de la part de travailleuses, travailleurs de libéralisation, les plateformes ont commencé à défendre le fait d'instaurer un dialogue social permettant, dans des conventions collectives, enfin, ou des simili-conventions collectives, je devrais plutôt dire, des cadres de dialogue social où des droits sociaux seraient concédés aux travailleurs des plateformes. C'est ce qui se met en place en France avec l'ARP, en fixant des tarifs minimums, en mettant en discussion les conditions des déconnexions, par exemple, ce genre de choses. Bon. Et d'ailleurs, dans les discussions à l'échelle européenne, pour l'instant, si le Parlement européen est sur une préconisation de directive présomption de salariat tout court, sans critères, se discute dans le cadre des autres instances et à l'approche du trilogue, la possibilité de voir des critères, et la position de la France est plus proche de celle d'Uber que de la mienne, ça n'aura échappé à personne, et sur l'action des critères, veut plutôt en mettre plus que pas assez, et d'ailleurs estimer que si par exemple le critère, si un critère prix de la course, fixé ou pas par le travailleur, si dans un État membre, il y a déjà un prix fixé minimum plancher dans le cadre d'un dialogue social, alors ce n'est pas le critère qui pourrait être pris en compte. Vous imaginez comment un soi-disant cadre de dialogue social qui accorde des droits sociaux se retrouve finalement à être une arme contre les travailleurs, ne leur permettant pas de pouvoir cocher leurs critères et d'obtenir la requalification salariée. Bien. Cette parenthèse étant faite, ces échanges sont fort intéressants, mais moi, si j'ai souhaité, en tant que rapporteur, que vous soyez auditionné, en ce qui me concerne, c'est parce que j'estime qu'il est particulièrement vraiment choquant, scandaleux, qu'on ait des plateformes qui pratiquent de l'illégalité quand elles sont rattachées à une entreprise publique. Je voudrais savoir si, lorsque vous étiez à la Poste, vous avez eu connaissance de ce courrier de mise en demeure envoyé à M. Philippe Val, président directeur général de la Poste, mais qui concerne Stuart, donc que M. Philippe Val, j'imagine, a dû vous transmettre. Mise en demeure de l'avocat maître Jérôme Justy, donc avocat de M. Samir Yalaoui, et dans ce courrier, il fait état que son client, sans qu'aucun statut ne lui soit reconnu, a été chargé de trouver, recruter, rémunérer au nom de Stuart et sous sa direction et sous son contrôle de multiples équipes de coursiers motorisés, mais sur une période qui va de janvier 2016 à novembre 2021. Ça ne s'arrête pas au moment
de l'enquête de l'OCLTI, ce que décrit Maître Jérôme Justice. Ça va jusqu'à novembre 2021, date par ailleurs de l'éviction de M. Samir Yalaoui, sans préavis d'ailleurs, ni justification sérieuse. Donc, et apparemment, ce ne serait pas le seul à se retrouver dans cette situation. Et l'avocat Maître Jérôme Justice aurait plusieurs personnes qui consulteraient à ce sujet. Donc, c'est des faits extrêmement graves. Heureusement, il y a eu un lanceur d'alerte pour porter à la connaissance d'un avocat et qui fait que notre commission peut être informée de la réalité. Mais ce qui est décrit, je reviens dessus, c'est un vrai système frauduleux qui, par ailleurs, avait commencé de façon... avait précédé quelque part l'acquisition totale par Géopost de Stuart, au début de l'année 2017, donc juste avant que vous n'entriez en fonction à la direction de Stuart, mais qui s'est poursuivi après, par ailleurs, les dates qui encourent les enquêtes de l'OCLTI. Et c'est fait, voilà, il continue jusqu'en novembre 2021. Comment réagit la direction de la Poste quand elle reçoit ce courrier? Est-ce que vous avez eu copie de ce courrier? Est-ce que les choses redescendent? Et vous, dans vos pratiques, comment pouvez-vous garantir que ces éléments sont faux et qu'en aucun cas il y aurait ce système de mise en place? Alors, si j'essaie encore une fois de reprendre dans l'ordre vos questions, y compris sur sur le commentaire initial sur le prix, on peut bien évidemment penser que le prix n'est pas un facteur qui pousse à l'indépendance du livreur, enfin du travailleur de la plateforme. Pour autant, encore une fois, il y a une loi qui a été mise en place en 2016 par El Khomri sur le gouvernement de François Hollande, qui permet aux plateformes de recourir à des travailleurs indépendants et de fixer les prix. C'est la loi et nous on l'interprète telle qu'elle. D'autant plus que dans le secteur de la mobilité, si le prix n'est pas fixé et connu par l'utilisateur, la réalité c'est qu'il n'y aura pas d'intermédiation. Le prix est une conséquence, est un critère d'opération du service et de bonne opération du service, de bonne expérience pour les différents utilisateurs de la plateforme des deux côtés. Voilà, c'est pas pour la bonne raison qu'il y avait déjà du temps des taxis, une grille tarifaire en place et voilà, et pour autant sans tomber nécessairement dans l'indépendance, sans tomber dans une relation de salariat. Donc maintenant, effectivement, au sens large, l'indépendance économique peut être vue comme une indépendance, mais ça n'a pas été le choix du législateur en 2016. On ne va pas nous refaire la loi. Si elle doit être changée, c'est pas de mon fait et de ma volonté. Il faudra probablement s'entendre avec les différents partis. Maintenant, spécifiquement, sur vos derniers faits du courrier de mise en demeure, et de nouveau du recours aux lanceurs d'alerte, même si j'ai quand même l'impression qu'on a abordé le sujet à de nombreuses reprises pendant cette dernière heure. Oui, j'ai eu connaissance d'un courrier de mise en demeure. Il a fait l'objet de discussions internes. Clairement, encore une fois, les faits évoqués sont contestés et toute complicité avec le lanceur d'alerte auquel vous faites référence est bien évidemment également contestée. Et donc à partir de là, moi, je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas aller au-delà de mes responsabilités et de ma zone de compétence, Madame la rapporteure. Voilà, et moi j'ai aussi à cœur de participer à votre commission d'enquête pour répondre aux sujets qui sont à la fois les sujets de lobbying, qui me semble être quand même un des objets de votre commission d'enquête, et les conséquences de la libéralisation sur un sujet social, et de pas nécessairement commenter un cas d'espèce. Je comprends que vous y soyez attaché, position par ailleurs est clair. Il me semble que d'ailleurs il y avait un communiqué de presse de votre part avant même
janvier, date du jugement qui faisait état d'une condamnation de Stuart, alors que le jugement a eu lieu en janvier et qu'il y a eu une relaxe partielle. Donc, important pour moi qu'on s'en tienne aux faits, aux jugements, aux décisions de justice qui sont, encore une fois, soit partielles, soit non définitives, et de bonne foi. Vous dites toute complicité est réfutée avec le lanceur d'alerte et les personnes auxquelles vous faites référence dans ce dossier. Écoutez, je crois qu'on n'aura pas d'autres questions pour cette audition, mais peut-être des questions complémentaires ou des demandes de documents complémentaires. Et vous-même, n'hésitez pas, si vous voulez nous faire parvenir des compléments sur tous ces sujets. Ah, pardon, juste, Mme Brulot, je ne vous ai même pas demandé si vous aviez des questions. On a encore quelques minutes, donc je vous en prie, pardon. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai deux questions. La première question, c'est est-ce que vous connaissez les moyens qui ont été évoqués en appel, parce que vous avez dit qu'effectivement, dans cette procédure, vous avez une relaxe partielle, donc c'était pour le travail dissimulé, vous avez obtenu une relaxe. Vous avez précisé qu'on avait fait appel, donc est-ce que vous connaissez les moyens, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles le ministère public a fait appel? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, à vous entendre, je vais essayer de résumer. Parce que d'après ce que j'ai compris, vous trouvez que pour moins de rigidité qui vous semble néfaste pour l'économie, puis pour les différents intervenants, d'après ce que j'ai compris, vous m'arrêtez si j'ai pas bien compris. Pour vous, il ne faut pas de rigidité. Donc pour vous, est-ce qu'il faudrait laisser subsister deux possibilités, c'est-à-dire le salariat et les travailleurs indépendants? Et je termine en disant, donc, est-ce que pour vous, c'est une troisième question, mais qui est comprise dans la seconde, est-ce que pour vous, si jamais l'Union européenne imposait le salariat, imposer une présomption, si vous voulez, de salariat, est-ce que ce serait néfaste? Est-ce que ce serait à proscrire? Et est-ce que vous pouvez développer cela? Pour vous. Hein. Oui, ce sera bien évidemment un partage de position personnelle. Sur les moyens en appel, non, j'en ai pas connaissance. Effectivement, il y a eu appel du parquet, la procureure étant, il me semble, la même que dans le dossier de Deliveroo. Je pense va au bout de sa démarche, et donc on verra l'appel, qui bien évidemment respectera la décision qui pourra être prise. Donc, j'ai pas connaissance, pardonnez-moi, les détails. Je sais même pas s'ils sont par ailleurs disponibles. Sur la question du salarié ou les indépendants, encore une fois, ça, c'est ma conviction. Moi, je vais prendre une position prendre un tout petit peu de recul, c'est qu'on a un marché du travail qui est tendu. Moi, je viens de commencer dans l'éducation. Et je peux vous dire que c'est une source de préoccupation bien évidemment majeure d'adapter les compétences de nos travailleurs aux demandes du marché. Et donc, un marché du travail tendu, y compris en France, parce qu'on a la difficulté à descendre sous les 7% de chômage, je pense qu'on a besoin de maintenir une certaine flexibilité. Pour moi, la question de flexibilité, c'est le souhait du travailleur. Et encore une fois, il y a eu un certain nombre d'études, je vous partage la position espagnole. Ce n'est pas une position de principe. Si je pense qu'il y a des éléments rationnels pour prouver qu'il y a une demande des travailleurs, des salariés, je pense qu'il faut l'entendre. Ce n'est pas la position d'un opérateur ou d'un ex-opérateur dans le privé de prendre cette position-là. Nous, c'est autant que possible de faire fonctionner la demande des travailleurs. Pour autant, si la voie de l'indépendant est maintenue, la question de la protection sociale est clé. La question de l'équité est clé. Et aujourd'hui, vous avez faible connaissance macro, donc pardonnez-moi si je dis des erreurs, un rééquilibrage qui est fait entre les salaires de haut revenu et les salaires de bas revenu dans la relation de salariat,
Et en matière d'indépendance, cette redistribution est faiblement assurée, puisque les professions libérales, qui sont souvent les salaires les plus élevés dans le travail indépendant, ne participent pas au financement nécessairement la solidarité nationale pour des indépendants bas salaire. En revanche, il faut qu'il y ait une équité entre le niveau de cotisation et le niveau de protection. Et c'est ça qui me paraît indépendant. De la même manière, sur le sujet des cotisations, puisqu'il y a aussi ce sujet de sans-papiers, de faux papiers, une des questions pourrait être d'imposer aux plateformes d'être, qu'on appelle ça, tiers déclarants, collecteurs, solution qui pourrait être mise en place. Le régime pour les auto-entrepreneurs, c'est un régime de déclaration simplifié. On pourrait imposer cette responsabilité aux plateformes, comme c'est le cas pour d'autres acteurs dans l'industrie. Voilà, donc moi, ma position, c'est une position favorable à la protection sociale, favorable à la demande des travailleurs. Et c'est ça que j'appelle rigidité, c'est de ne pas imposer on pourrait même, et je crois que ce n'est pas possible dans nos droits du travail, laisser la liberté de choisir le statut à une personne. Je pense qu'il y a plein d'entreprises qui rêveraient de faire ça, mais je pense que c'est compliqué, ou à moins, ça nécessiterait une refonte complète de notre droit du travail. Sur la dernière question, est-ce que ce serait néfaste toujours la perspective. D'un point de vue de l'équité sociale, ce serait probablement moins néfaste. Du point de vue de répondre à la demande du travailleur, si encore une fois majoritairement c'est l'indépendance, ça leur serait probablement dédommageable. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'on basculerait dans un modèle opérationnel dans lequel vous aurez cohabitation ou superposition de la ressource, pardonnez-moi l'expression, elle n'est pas forcément adaptée, dans le sens où chaque opérateur ou chaque plateforme aurait ses propres salariés. Ce qui n'est pas le cas dans le reste du transport. Il y a des sociétés de sous-traitance qui prestent pour des acteurs du transport du monde léger, des acteurs du transport lourd, parce qu'il y a un effet de mutualisation. C'est-à-dire que si 3 flottes cohabitaient au sein d'une même zone géographique, vous aurez un effet de sous-optimisation du transport. Aujourd'hui, le fait que chaque plateforme puisse recourir à un plus grand nombre, ça vous permet, et ça c'est les fameux effets d'échelle que vous retrouvez en logistique, dans le transport de manière générale, d'optimiser les temps de parcours, les temps de collecte. Voilà. Donc il y aura une désoptimisation du transport. Si demain, aujourd'hui, chaque société, plutôt que de faire appel à une flotte de taxis qui est indépendante, fait appel à 5 taxis, qu'une autre société fait appel à 5 taxis, qu'une autre société fait appel à 5 taxis, mécaniquement, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez une demande de taxi, le taxi va mettre 20 minutes à arriver au lieu de 5 minutes à arriver. Ce partage de la ressource, ce fameux concept de mobilité partagée, il est essentiel pour assurer la fluidité du système. Le système de flotte qui soit propriétaire demain ou dans une situation de monopole pourrait être, de mon point de vue de l'optimisation du transport, dédommageable. Mais encore une fois, ça relève d'un choix politique. Donc moi, je partage point de vue pour avoir discuté avec un certain nombre de travailleurs dans les différents pays, parce que Stuart a encore une fois opéré dans 6 pays, opère toujours, je n'y suis plus, c'est ce souhait d'indépendance. Donc ça dépend, quand vous parlez de néfaste, ça dépend de quelle perspective on se place. Mais je pense que c'est important aussi de remettre, parce qu'on est quand même dans un monde dans lequel la ressource est contrainte, la responsabilité des acteurs, c'est de pousser un développement d'une mobilité durable, que ce soit personne ou marchandise, de créer les conditions d'un système efficace. Et pour moi, ce système, il passe par une ressource mutualisée. Le salariat pourrait y combiner, si c'est un salariat à temps très partiel, délimité sur une certaine période, mais voilà, il faudrait pouvoir le créer. Moi, je trouve que c'est des réflexions intéressantes. Mais au-delà, la question, c'est au-delà du salariat, qu'est-ce qu'on souhaite pousser? Est-ce qu'on souhaite pousser une équité dans la protection sociale? Est-ce qu'on souhaite pousser un cadre d'horaire fixe, mais qui nécessite aussi un engagement de la part du salarié? Rentrer dans une relation de contrat de travail, c'est épouser un certain nombre de contraintes dans le contrat. C'est comme ça qu'après-guerre, il avait été d'ailleurs construit. Voilà. Des questions on ne peut plus intéressantes, mais qui relèvent de la décision du politique. Bien. Monsieur Bon, je vous remercie d'être venu témoigner et répondre à nos questions. Comme je vous le disais, on aura peut-être des questions supplémentaires ou des demandes de documents. Mais dans l'intervalle, je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, merci à tous.